Mes chers collègues, Madame la défenseure des droits, nous vous accueillons aujourd'hui, Madame Claire Hédon, défenseur des droits, et je tiens à vous remercier d'avoir répondu si rapidement à notre invitation. Vous venez de publier le 28 janvier dernier une décision cadre sur la protection de l'enfance que je salue. Notre délégation aux droits des enfants a effectué de son côté pendant plus d'un an des auditions sur ce même sujet lors de la précédente législature. La protection de l'enfance concerne, rappelons-le, 396 900 enfants d'après vos derniers chiffres. C'est 20% de plus qu'il y a 10 ans, et cela concerne tout de même près de 2,6% des enfants français. Quand on sait que seulement 5% de ces enfants suivent un second cycle général ou technologique, qu'une jeune fille a 13 fois plus de risques d'avoir un enfant que les autres quand elle est mise sous protection, et qu'un sans-abri sur 4 né en France a connu un parcours à l'aide sociale à l'enfance, on peut effectivement s'interroger sur l'efficacité de cette politique et plus généralement sur notre promesse d'égalité des chances. Dans votre décision, vous dénoncez des graves atteintes à l'intérêt supérieur et aux droits des enfants, à notre droit tout simplement. Ces mêmes faits sont dénoncés dans les rapports publiés depuis 5 ans, que ce soit ceux des parlementaires, notamment celui que j'ai réalisé en 2019, celui de la Cour des comptes, un modèle en matière de recommandations également, suivi de l'IGAS, et même vos anciens rapports, tous reprennent les constatations que nous faisons. Il s'agit de la violence faite en institution, de la place de l'avocat de l'administrateur ad hoc dans les procédures judiciaires, du manque de place d'accueil des enfants et donc des non-exécutions des mesures, de l'absence de contrôle des structures, de rupture dans les parcours des enfants. Les constats sont nombreux et accablants. Aussi, ma première question sera de savoir comment votre décision cadre et les décisions que vous avez rendues pour les départements pour lesquels vous aviez été saisi ou pour lesquels vous vous étiez auto-saisi vont être suivies. J'aimerais ensuite vous interroger sur des points plus précis. Nous savons tous que la réussite d'un parcours est souvent due à l'accompagnement d'un professionnel qui crée un lien particulier avec l'enfant, mais nous constatons que ces métiers n'attirent plus. J'aimerais donc vous entendre sur ce sujet et les recommandations que vous en faites. Ensuite, vous indiquez que l'enfant n'est pas toujours suffisamment informé de ses droits. Je partage complètement votre point de vue. Ça doit nous interroger quand on sait que la France a ratifié la Convention internationale des droits de l'enfant il y a plus de 30 ans. J'aimerais donc savoir quel levier vous avez identifié sur ce sujet. Vous plaidez également pour renforcer l'engagement conjoint entre l'État et les départements afin que les départements parviennent à une mise en œuvre plus efficiente de leurs moyens et de leurs ressources. Certains évoquent une renationalisation de la protection de l'enfance. Est-ce que vous avez regardé ce sujet et qu'en pensez-vous? Enfin, votre décision cadre contient 46 recommandations. Nous le savons, les modifications à apporter sont principalement d'ordre réglementaire. Nous, parlementaires, disposons du pouvoir législatif, même si on en voit les limites, quand certaines mesures législatives datant de presque 20 ans ne sont toujours pas appliquées. Je pense notamment, et vous l'avez évoqué dans votre rapport, le projet pour l'enfant. Dans ce cadre, quels moyens attendez-vous que nous mettions en œuvre, nous, parlementaires, pour appuyer vos recommandations? Vous exprimez vos inquiétudes sur les difficultés d'accès aux soins, et notamment en santé mentale, pour les enfants confiés à l'ASE, ainsi que sur la considération que notre société accorde aux politiques de la lutte contre la pauvreté, au soutien à la parentalité et à la protection de l'enfance. Je tiens à vous assurer que notre délégation aux droits des enfants sera à vos côtés sur ces sujets. Nous avons d'ailleurs 2 missions d'information en cours sur la santé mentale des mineurs et sur la pauvreté infantile. Nous suivons donc avec intérêt les travaux que vous avez rendus ces derniers jours. Je vous remercie encore une fois d'avoir répondu si rapidement à notre demande d'échange. Je vous laisse la parole pour un propos introductif et après, nous passerons aux échanges avec mes collègues. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Merci d'être là. Effectivement, j'ai un propos introductif qui ne va pas être trop long et on est prêt à répondre à vos questions. Et d'ailleurs, dans mon propos introductif, je vais déjà répondre à un certain nombre des questions que vous posez. Je suis accompagnée de Marguerite Orange, qui est la chef du pôle droits des enfants, qui est une magistrate de l'ordre judiciaire et qui a été juge des enfants, donc connaissant bien le terrain, et Victor Mancier, qui est mon chef de cabinet. D'abord, vraiment, ce qu'on a voulu dans ces décisions, c'est remettre le rôle de l'État au centre de cette question de la protection de l'enfance. C'est l'État qui est garant de l'application de la Convention internationale des droits de l'enfant et effectivement, le département est chef de file. Et nous, dans ces situations-là, défenseurs des droits, on veille au respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Ça vaut le coup de redéfinir un peu ce qu'on dit quand on parle de respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est le respect de ses droits à l'éducation, à la santé, d'être protégé contre toute forme de violence. Ce qui est très frappant, c'est que ces droits sont indissociables
interdépendants au nom du bon développement de l'enfant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas saucissonner, entre guillemets, ces droits. D'abord, vous dire de ce sur quoi on a été saisi. Donc, de lourdes difficultés que rencontre, et ça vous êtes bien au courant, le dispositif de protection de l'enfance. On a été saisi par des travailleurs sociaux, et puis on a été alerté pour la première fois dans l'histoire de l'institution par des magistrats qui, dans la loi organique, ne peuvent pas nous saisir, donc nous ont alertés. C'est dans ce cadre-là, vous l'avez cité, qu'on s'est auto-saisi sur un certain nombre de départements, en fait, de magistrats qui nous ont alertés sur le fait que leurs décisions de justice n'étaient pas appliquées. Que ce soit en accompagnement en milieu ouvert ou en placement, avec une saturation clairement du dispositif de protection de l'enfance. Ce sur quoi, très concrètement, on a été alerté, c'est des évaluations de situations de danger qui sont non réalisées, des délais de prise en charge de mesures éducatives à domicile. Donc, je vous l'ai dit, des décisions de placement non exécutées faute de place, des accueils d'enfants dans des lieux non autorisés, des gîtes, des locations d'appartements, des hôtels, avec des éducateurs intérimaires. Des ruptures de lieux d'accueil, avec à la clé des déscolarisations, des ruptures de liens familiaux qui impactent fortement l'état psychique des enfants. Le non-respect du droit de visite d'un parent ordonné par le juge. L'enfant doit parfois attendre 5 mois pour que le droit de visite médiatisé de ses parents, décidé par un juge, soit effectif, et toujours, faute de place dans la structure désignée pour médiatiser la visite. Des maltraitances non prises en compte d'un enfant dans un établissement ou dans une famille d'accueil, qui renvoie au manque de contrôle, au manque de moyens d'ailleurs aussi pour contrôler et les établissements et les familles d'accueil. Je voudrais insister sur les conséquences dramatiques avec un exemple très précis d'un enfant de 3 ans qui est décédé à son domicile alors qu'il faisait l'objet d'un placement qui, faute de place, n'avait pas été exécuté. L'enfant est resté au domicile de la mère, il a reproduit un acte qu'il avait déjà fait, en l'occurrence était monté sur le toit via un vasisdas, et cette fois-ci, personne n'a pu empêcher qu'il tombe, et il est décédé. Et pourtant, il y avait une ordonnance de placement immédiat à cause de danger immédiat. Vous avez rappelé les chiffres d'enfants en protection de l'enfance, de l'augmentation aussi. Pour vous dire, chez nous, le droit des enfants, c'est à peu près 3000 réclamations et 18% concernent la protection de l'enfance. Mais vous le voyez bien, une saisine sur un département, ça concerne plusieurs milliers d'enfants et pas simplement un enfant. Et donc, nous avons rendu, vous l'avez dit, une décision cadre, et cette décision par département. On est en enquête sur 14 départements. Il y en a 7 décisions qui sont sorties là. Il y en aura 3 supplémentaires et 4 sur lesquels nous n'irons pas plus loin parce que ce n'est pas forcément nécessaire. On continue, pour tout vous dire, à être alertés, saisis par entre autres des travailleurs sociaux. Nous ne pourrons pas aller en enquête dans les 100 départements et donc on va régulièrement renvoyer plutôt notre décision cadre qui rappelle les fondements de ce que nous défendons. L'institution du défenseur des droits, je vous l'ai déjà dit, c'est un très bon observatoire de la société. Alors c'est sûr que je vois ce qui ne va pas. Mais là-dessus, on est un bon observatoire utile et nous faisons des propositions. Notre approche est vraiment une approche par les droits. Et en fait, ce qu'on observe, et vous l'avez un peu dit par rapport à la loi, en fait, on observe un écart entre les droits annoncés et leur effectivité. Et c'est une des choses que je vais vous dire. On ne pense pas qu'il y ait de changement flagrant à faire dans la loi. Comment on a procédé? Je pense que c'est important de vous dire pour ces décisions. D'abord, toujours dans le respect du contradictoire, c'est-à-dire qu'on a demandé des pièces. Les équipes se sont déplacées dans 4 territoires à la rencontre des professionnels, des directions centrales, des travailleurs sociaux, des cadres de proximité. Nous avons rédigé ce qu'on appelle, nous, une note soumise au contradictoire dans lequel, en fait, on dit au département ce qu'on pourrait constater. Ils ont 3-4 mois pour nous répondre. Je ne sais plus quel délai on a. 4 mois. On a, comme c'était des notes assez épaisses, on a laissé du temps pour nous répondre. Et après, nous avons des décisions, une décision cadre, parce qu'on a voulu rappeler. Il y a beaucoup de points communs en fait dans ce qu'on a observé dans les départements. Je voudrais insister sur le fait que ces décisions ne remettent pas en cause l'investissement de l'ensemble des professionnels, ni le fait que les départements et les ARS cherchent à améliorer la situation. D'ailleurs, nous avons vu une amélioration entre
le moment où on s'est saisi, la note soumise au contradictoire et la décision finale. Ce que nous voulons, et je vous le redis, c'est mettre en avant la responsabilité de l'État, et tout en redisant que c'est seulement une action coordonnée entre les différents acteurs qui permettra de s'en sortir. Après, pourquoi une aggravation de la situation? Enfin voilà, une augmentation. Alors, plusieurs raisons. Sans aucun doute, un meilleur dépistage. Des situations qui se sont aggravées aussi. Alors, avec le Covid, la pauvreté, les femmes isolées, l'usage des écrans, des services publics de plus en plus en difficulté, que ce soit l'école, la santé dans les délais de prise en charge. Et les délais de prise en charge en santé mentale, ça rejoindra l'audition de lundi sur les questions de santé mentale. Les difficultés d'accès au logement qui fragilisent de plus en plus les familles, le retard dans l'évaluation du danger et les mesures d'accompagnement. En fait, nous, on est très inquiets du retard dans les prises en charge d'AEMO parce qu'en fait, la situation s'aggrave et c'est comme ça qu'on arrive au placement. Donc finalement, l'AEMO fait partie de la prévention pour nous. C'est aussi une conséquence du manque de moyens, manque d'assistants familiaux, manque de foyers. Je vous le signale, certains nourrissons, faute de place d'accueil, restent hospitalisés pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, dans des services de pédiatrie et dans lesquels les assistantes familiales ont pour mission d'aller les bercer régulièrement, mais c'est quand même totalement délétère pour l'enfant d'être confronté à ce genre de situation. Donc je réinsiste sur l'importance de la prévention, c'est vraiment une des premières pistes. Et donc la politique de logement là-dessus joue un rôle absolument fondamental. Le soutien à la parentalité est un autre point qui nous paraît essentiel. Je vous rappelle l'article 18 de la CID qui dit bien que si élever un enfant est de la responsabilité première de ses parents, l'État doit accorder l'aide appropriée aux parents dans l'exercice de la responsabilité qui leur incombe d'élever leur enfant. Garantir le droit de l'enfant d'avoir des parents qui sont aidés en cas de besoin, et ce point-là est absolument essentiel. La prévention spécialisée aussi est importante, c'est-à-dire les éducateurs de rue, une des missions des départements de protection de l'enfance, qui voient d'ailleurs une baisse de leur budget en 2025. L'intervention précoce en cas de difficulté, accompagnement éducatif à domicile, technicien de l'intervention sociale et familiale, accueil aussi dans l'environnement de l'enfant. En fait, ce qu'on aperçoit, c'est que la loi Taquet, par exemple, elle n'est pas suffisamment appliquée. Je voudrais mettre l'accent sur 2 points, santé, handicap et la question école. Je voulais redire en introduction les difficultés d'accès aux soins en santé mentale pour les enfants confiés à l'ASE est vraiment inquiétant. Des délais importants de prise en charge, des délais d'hospitalisation. Vous aviez vu le rapport de la Cour des comptes, ces enfants en protection de l'enfance qui représentent 2% des mineurs en France constituent jusqu'à la moitié des enfants hospitalisés en psychiatrie et dont certains, et on l'avait déjà alerté là-dessus, hospitalisés en secteur adulte. Avec des événements graves. La question des moyens donnés à la PMI est absolument centrale. Et alors, on met aussi en avant, dans notre décision cadre, quelques expérimentations intéressantes, Petit Pas, Grand Pas, Ariane, qui est vraiment dans le soutien à la parentalité, mieux accompagner les mamans vulnérables. Donc, il y a des exemples intéressant aussi. Garantir un parcours de soins adapté. Et là-dessus, il y a une expérimentation Pégase sur un suivi de santé jusqu'à 5 ans et de l'enfant aussi protégé sur la suite. Une autre chose dont on avait déjà parlé, je crois, ici, on ne sait pas combien d'enfants en situation de handicap sont pris en charge en protection de l'enfance. Il y a certains départements qui sont capables de le faire, mais pas tous. Cette donnée, elle est absolument essentielle si on veut qu'ils soient bien pris en charge. L'objectif d'une plus grande inclusion des enfants en situation de handicap, évidemment, doit être salué, mais de nombreux enfants souffrent d'une absence de prise en charge, faute de dispositifs inclusifs en nombre suffisant ou de dispositifs réellement adaptés à leurs besoins. Donc, on ne sait pas combien d'enfants sont en situation de handicap en protection de l'enfance, mais je vous dirais le chiffre plus général sur la scolarité. Nous ne savons pas
combien d'enfants ne bénéficient pas d'une scolarité, d'une éducation. Et le chiffre de 460 000, 480 000 enfants en situation de handicap scolarisés, on ne sait pas combien d'heures. Certains, c'est 1 heure par semaine, simplement. Et donc, il faudrait le détail. L'école. De multiples ruptures dans les lieux d'accueil des enfants qui conduisent à des déscolarisations multiples, du coup des conditions scolaires aussi inadaptées. On a eu des exemples d'enfants changés de lieu d'accueil qui étaient accompagnés par une AESH ou dans une classe Ulysse et qui ne pouvaient plus, en ayant changé de lieu d'accueil, en bénéficier. Réinsister sur l'importance de la médecine scolaire, infirmières, médecins, assistantes sociales. Et c'est là qu'on s'aperçoit que ce n'est pas que de la responsabilité des départements, ce que je viens de vous dire, et en santé et en éducation. Une des questions que vous me posiez, l'importance de la parole de l'enfant. Le rôle du juge là-dessus, des enfants qui informent sur le droit à l'avocat pour l'enfant discernant, qui peut lui-même, s'il estime que c'est dans l'intérêt supérieur de l'enfant, désigner un administrateur ad hoc ou un avocat pour l'enfant. L'État s'est engagé aussi à déployer les unités d'accueil pédiatrique enfants en danger avec un objectif d'une structure par juridiction d'ici à 2025. C'est d'ailleurs assez difficile de trouver une liste nationale à jour. Et des groupes de parole aussi avec les parents et des groupes de parole qui soient des familles accompagnées, qui soient un vrai lieu de parole libre. Vous l'avez aussi évoqué, c'est toute la question de l'après. Et je trouve qu'un autre point important, c'est de permettre aux enfants d'avoir des projets ambitieux, reconnaître un droit aux études supérieures et un accompagnement. L'orientation scolaire, les jeunes confiés en protection de l'enfance sont davantage orientés vers des cycles d'enseignement courts et professionnalisants que la population générale. Vous l'avez dit, les chiffres de 2019, un quart des sans-domicile fixe nés en France avaient été pris en charge par la protection de l'enfance. Et ça renvoie sur toute la question de pas de sortie sèche à 18 ans. Là-dessus, l'obligation d'entretien 1 an avant la majorité du mineur confié, voilà, et dans les textes, n'est pas effectuée. L'élaboration aussi du projet d'accès à l'autonomie, annexe obligatoire du PPE, du projet pour l'enfant, même chose, le projet pour l'enfant, il n'est vraiment pas toujours réalisé. Et nous, on se trouve assez souvent qu'il est très, très succinct. Voilà, il n'y a pas ce qu'il faut. On a une inquiétude dans ce qu'on a observé dans notre enquête, c'est sur le contrat d'engagement jeune qui est utilisé à la place du contrat jeune majeur, qui n'est pas du tout la même chose. Parce que le contrat jeune majeur est un accompagnement vers les études. Le contrat d'engagement jeune, ce n'est pas dans le cadre de poursuivre des études, mais sur une orientation travail. Là, toute la question du pécule allocation de rentrée scolaire et les difficultés que les jeunes ont à le récupérer. Et puis, je voulais vous alerter, je ne sais pas si vous l'aviez observé, la simple présence de faibles revenus, notamment par exemple pour les apprentis, conduit certains départements à estimer qu'une poursuite de prise en charge ne se justifie plus à partir du moment où il y a des revenus. Et ça nous paraît, cette interprétation restrictive méconnaît l'esprit de la loi. C'est en contradiction avec la nature même de l'accompagnement du jeune majeur qui repose sur une approche globale des besoins du jeune et conduit évidemment à précariser un public vulnérable. La participation financière est possible par la loi pour toute personne prise en charge par l'ASE, mais dans le respect d'un plafond limité. Et il y a tout l'accompagnement à côté qui est absolument nécessaire. Ce que nous avons aussi observé, c'est évidemment l'épuisement des travailleurs sociaux, et ça, vous le savez que trop bien, une perte de sens, une crise du travail social. Dans certaines équipes, près de la moitié des agents habituels ne sont pas présents. Et parfois, nous l'avons observé, ce sont les personnels de services entiers qui se retrouvent en arrêt maladie. Ce n'est pas à nous de nous prononcer sur un ratio cible de mesures par travailleur social, mais il y a vraiment quelque chose à réfléchir par département, suivant les enfants. Et je pense que l'absence de référentiel national ne facilite pas les choses. Évidemment, décharger au maximum les travailleurs sociaux de tâches administratives, la coordination des différents acteurs, ça vous l'avez aussi déjà observé, le travail en silo, et le manque de familles d'accueil.
La question du contrôle des lieux d'accueil, que ce soit les familles ou les foyers, est absolument capitale. Enfin, là-dessus, ça rejoint d'ailleurs ce qu'on a pu dire sur les EHPAD. Hein. En fait, on voit bien que les deux bouts de la chaîne, on pourrait faire un rapprochement entre les deux. Hein. C'est quand même la vulnérabilité qui crée la possibilité d'atteinte aux droits, et notre société s'en sortirait grandie de mieux protéger les vulnérables. Mieux traiter les informations préoccupantes. Et là-dessus, c'est renforcer les moyens donnés à la PJJ. La question de la pauvreté, je vous l'ai évoquée dans les questions d'augmentation du nombre d'enfants en protection de l'enfance. Et on voit bien là que, je vous redis que le logement joue un rôle essentiel. Et l'enjeu d'ailleurs plus global, hein, c'est l'accès aux droits et à l'ensemble des droits et l'interdépendance des droits qui caractérisent les situations de pauvreté qui ont plus de mal à accéder à leurs droits. L'importance des places en crèche, là-dessus, est absolument capitale, que les parents soient en emploi ou ne soient pas en emploi. L'accompagnement pendant la scolarité. Je vous redis, parce qu'il y a eu une petite accusation qu'on a pu sentir sur une inquiétude que ces décisions soient entre guillemets à charge. On est conscient de la difficulté, des difficultés des missions exercées par les professionnels. On salue leur engagement au quotidien. Et vraiment, je veux redire que la protection de l'enfance est l'affaire de tous. Les départements sont concernés en premier chef, mais l'État doit en assumer les responsabilités devant les instances internationales. Et évidemment, ce qui est frappant, c'est que c'est au croisement de nombreuses politiques publiques qui relèvent justement de la compétence de l'État, la solidarité, la justice, l'éducation nationale, la santé. La protection de l'enfance, et vous le savez que trop, est principalement financée par les départements. On s'est penché sur la question, vous savez, des départements qui ont contractualisé avec l'État. Et alors là, c'est quand même totalement impressionnant de ce que, dans ce cadre-là, l'aide de l'État est vraiment minime. C'est moins de 2% du budget consacré par le département à la protection de l'enfance. Donc c'est une aide vraiment, vraiment minime. Et alors, j'en viens un peu, je vous en ai cité quelques-unes de recommandations, mais de revenir sur les recommandations. D'abord, c'est pas de réforme législative, mais vraiment un problème d'effectivité de la loi. En gros, il y a ce qu'il faut dans la loi. Il y a des recommandations qui sont adressées à l'État, aux départements, certaines communes, aux ARS, aux préfectures. Je vous ai dit, pas de recommandations de modifications textuelles substantielles. Il y en a quand même 2 qui pourraient donner lieu à des modifications réglementaires ou législatives. Je pense qu'il faut initier des travaux sur les missions et le statut des administrateurs ad hoc. Et de clarifier et simplifier le régime légal relatif au contentieux de la responsabilité de l'État et des départements en cas de défaillance de l'ASE dans la prise en charge des enfants. C'est les 2 points sur lesquels il pourrait y avoir des modifications ou réglementaires ou législatives. Je trouve que... Et alors après, dans nos recommandations, je vous l'ai dit, impliquer les familles, enfants, travailleurs sociaux à l'élaboration des politiques publiques de protection de l'enfance, agir à plusieurs niveaux, former l'intégralité des acteurs, renforcer les politiques de solidarité, traiter toutes les informations préoccupantes, renforcer les services sociaux des établissements, renforcer les actions de prévention et de lutte contre la prostitution et la traite des êtres humains. C'est un point absolument essentiel et je mets les 2 ensemble parce qu'ils sont parfois fortement liés. Je vous l'ai dit, mieux contrôler les lieux d'accueil, coordination des différents acteurs, poursuivre aussi l'extension des lieux d'accueil familial ou institutionnel, les diversifier. Voilà l'essentiel de nos recommandations. Vous m'avez posé la question de la renationalisation. Nous ne sommes pas du tout convaincus de ça. Nous ne pensons pas du tout que ça va résoudre les problèmes. Nous pensons que la décentralisation est une bonne chose. Par contre, il faut que l'État joue son rôle. Et c'est ça vraiment qu'on veut faire passer comme message. C'est pas parce que c'est décentralisé que l'État n'a pas un rôle à jouer. Et le suivi, vous m'avez posé aussi une question sur le suivi. Alors là, on leur donne 4 mois
pour répondre, quand même, enfin, vous avez vu la taille des décisions, hein, c'est au minimum 60 pages. Donc, on leur donne 4 mois pour nous répondre, que ce soit État, conseils départementaux, ARS, préfecture. Et après, évidemment, on fait un suivi de nos recommandations. La question se pose si on n'est pas du tout suivi. Vous savez qu'on n'a pas de pouvoir de contrainte, de fort pouvoir d'enquête. La question du rapport spécial pourra se poser. Vous savez que le rapport spécial, c'est publication au journal officiel avec le nom de l'organisme mis en cause. Pour l'instant, nos 7 décisions sur les départements sont anonymisées. Voilà. Elles ont par contre été envoyées à la commission d'enquête, c'est normal, avec les noms, pour le coup. Très bien. Merci, Madame la défenseure des droits. Je vais donner la parole aux responsables de chaque groupe. Je vais donner la parole déjà au groupe EPR et à Madame Nicole Dubré-Chirat. Pour les autres, faites-moi signe qui prend la parole dans vos différents groupes. Merci Madame la Présidente, merci Madame la Défenseure des droits, Madame, Monsieur. Il y a quelques jours, l'autorité dont vous êtes à la tête a rendu une décision cadre et 7 décisions territoriales au sujet de la protection de l'enfance, secteur qui traverse d'importantes difficultés que vous venez de rappeler dans votre propos introductif. Le nombre d'enfants bénéficiant d'une mesure de protection, près de 400 000 aujourd'hui, ne cesse d'augmenter. Les différents constats que vous soulevez ne peuvent que nous interpeller collectivement, en particulier pour ce qui concerne la non-exécution des mesures judiciaires de placement. Dans mon département, c'est de l'ordre de 400. Il me semble important de commencer par rappeler qu'un traitement efficace de la politique de l'enfance nécessite une certaine stabilité des interlocuteurs gouvernementaux en charge du sujet. Or, la succession de ministres chargés de l'enfance ces dernières années ne facilite pas la tâche des parlementaires mobilisés sur le sujet que nous sommes. Si la première partie de votre décision cadre souligne un point important, celui du renforcement de la collaboration entre l'État et les départements, qui assument en grande partie la charge financière de la protection de l'enfance, il est important de rappeler que l'amélioration de la protection de l'enfance ne peut s'envisager que sous l'angle des structures d'aide sociale à l'enfance. L'école, la justice, les structures médico-sociales doivent être des leviers essentiels dont il faut renforcer les moyens, en particulier sur le plan humain. Et votre décision le rappelle à de multiples reprises dans les 46 recommandations. Sur le sujet de la santé mentale des enfants placés à l'ASE ou accompagnés à domicile en protection de l'enfance, je constate que vos recommandations sont similaires à celles que j'ai émises avec ma collègue Sandrine Rousseau dans le rapport sur les urgences psychiatriques que nous venons de remettre. L'accès des enfants protégés à un accompagnement par des professionnels en santé mentale et l'engagement d'une stratégie de repérage et de dépistage, notamment en milieu scolaire, je vous rejoins, sont essentiels car lorsqu'un adolescent est hospitalisé aujourd'hui pour des troubles de santé mentale, il s'agit dans un cas sur 2 d'un mineur protégé. Dans un contexte budgétaire contraint, alors que la demande de ce secteur ne fait que croître, mais que la présence des professionnels, elle, décroît, quelles actions prioritaires proposeriez-vous? Je vous remercie. Merci beaucoup. Je passe la parole au groupe LFI avec Madame Zaya Hamdam. Oui, c'est bon. Madame la défenseure des droits, chers collègues, je tiens à vous remercier pour votre engagement en faveur de la protection de l'enfance. Votre récente décision cadre portant notamment sur la scolarisation des enfants en situation de handicap met en lumière des atteintes graves à leurs droits fondamentaux. Dans mon département, comme ailleurs, les collègues peuvent en témoigner, des milliers d'enfants restent sans accompagnement ou subissent des ruptures dans leur suivi, faute de moyens et d'une véritable reconnaissance du métier d'AESH. Cette situation bafoue les principes posés par la loi de 2005 et aggrave les inégalités d'accès à l'école. Vous appelez l'État à agir pour garantir un accompagnement continu et adapté. Or, malgré les alertes des familles et des professionnels, le gouvernement persiste à ignorer l'urgence de cette crise. Pensez-vous que la création d'un véritable statut d'AESH dans la fonction publique, avec une formation et une rémunération décente, pourrait être une réponse efficace à ces manquements? Que recommandez-vous concrètement pour contraindre l'État à respecter enfin ses obligations? Je vous remercie. Je passe la parole pour le groupe écologique à Monsieur Arnaud Bonnet.
Oui, bonjour. Bonjour Madame la Présidente, bonjour Madame la Défenseure des droits. Il y a quelques jours, Madame la Défenseure des droits, vous avez jeté un pavé dans la mare avec votre décision cadre relative à la protection de l'enfance, et votre rapport finalement n'a pas révélé de surprise, tendu un miroir de plus au pouvoir public pour regarder en face le délitement honteux de notre protection sociale des enfants. Non, il ne s'agit pas à quelques endroits de départements en difficulté. Non, il ne s'agit pas de quelques cas isolés, mal gérés par des éducateurs. Non, il ne s'agit pas de situations tellement terribles. Je reprends ça au drame de Lily, notamment. Mais ce sont des situations qui ne sont pas exceptionnelles et qu'il faut régler. Et non, ce ne sont pas des incompréhensions des textes et une meilleure information dont les professionnels ont besoin toutes les semaines. Je le vois en siégeant en commission d'enquête sur les manquements de l'ASE ou dans cette même délégation, le problème est systémique. On demande au département de se raccrocher à des lois pour lesquelles l'État ne donne pas les moyens et la structuration nécessaires pour les appliquer. Les professionnels, tant bien que mal, tentent d'accomplir leur mission. Les enfants et les parents se retrouvent dans des difficultés qui sont insoutenables. Merci à vous, en tout cas, pour ce rapport. Merci à vous. Je me coupe parce que, désolé, j'ai une migraine, je suis sous traitement, c'est un peu compliqué du coup. Mais ma question est la suivante. Ne croyez-vous pas, moi je le crois, que nous avons besoin que l'ensemble de notre société s'engage pour prendre en compte la situation de nos enfants? Et là, je ne pense pas seulement à la situation de l'ASE, mais également de l'éducation nationale et de tous les autres endroits où les enfants de notre pays se trouvent. Merci à vous. Merci beaucoup pour le groupe socialiste, Madame Florence Herouin-Léautey. Merci Madame la Présidente, Madame Maison. Je voulais revenir sur ce que vous avez pointé tout à l'heure en termes de nécessité d'avoir des projets qui soutiennent les parentalités et des projets qui se recentrent autour de l'enfant et de ses besoins. Et le soutien aux parentalités, pour moi, est une impérieuse nécessité. Je ne l'ai pas trop entendu dans vos propos, mais il me semble que les communes sont vraiment en première ligne sur ce sujet. Elles sont très positionnées parce que d'abord, elles sont le premier interlocuteur bien souvent. Elles sont en charge des crèches du premier degré, donc elles sont des repères de proximité dans la vie des familles et des enfants. Et ces politiques de soutien aux parentalités, qui sont aussi des politiques de soutien au lien social et de tout ce qui se vit dans les lieux d'éducation populaire, dont on entend trop peu parler aujourd'hui, qui ont toute leur place aux côtés de l'école, pour faire corps avec les familles et offrir des lieux d'éducation et des lieux de fabrique du commun, où on apprend énormément de choses, même si ce ne sont pas des savoirs académiques. Et j'aimerais vous entendre sur le sujet. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et pour finir ce premier tour de table pour le groupe GDR, Madame Soumia Bouroua. Merci Madame la Présidente. Tout d'abord, Madame Hédon, je tiens à vous remercier pour votre engagement en faveur de la protection de l'enfance, vous et vos équipes. Je pense qu'on est tous d'accord, votre travail est essentiel pour mettre en lumière les défaillances du système et exiger des améliorations qui soient concrètes sur la protection de l'enfance. Vous avez cité de nombreux chantiers à ouvrir dans vos préconisations et on constate tous que le budget n'est pas à la hauteur, mais également qu'il faudrait revoir la structuration. Pour l'instant, force est de constater que nous ne donnons pas encore les moyens. Je pense aux enfants placés qui sont souvent déjà fragilisés par des violences ou des difficultés familiales. Ils ont besoin d'un cadre stable et protecteur. Pourtant, malgré les décisions de justice censées garantir leur sécurité, celles-ci sont parfois ignorées ou appliquées avec retard. Pourtant, vous l'avez dit, l'État est garant de cette protection et les départements en sont les premiers chefs de file ou responsables. Comment vous pouvez expliquer qu'en 2024, on en soit encore là? Ces dysfonctionnements sont inacceptables. Moi, je voulais mettre le point sur deux points qui sont particulièrement préoccupants. C'est sur l'hébergement qui est inadapté. On a encore trop d'enfants qui sont placés à l'hôtel ou dans des structures sans encadrement suffisant, ce qui aggrave leur vulnérabilité. Est-ce qu'il faut légiférer pour interdire ces placements, sauf qu'à urgence strictement encadrée? Je pense que oui. Quels moyens doivent être alloués au département pour créer ces structures adaptées? Sur les non-exécutions des décisions de justice, lorsqu'un placement ou un droit de visite est ordonné, il doit être respecté. Pourquoi ces décisions ne sont-elles toujours pas appliquées? Faut-il renforcer les sanctions contre les services défaillants ou instaurer un contrôle systématique?
voilà, il y a énormément de choses à revoir et à repenser. Moi, je voulais aussi parler de l'ASE et la sortie de l'ASE. À 18 ans, de nombreux jeunes se retrouvent livrés à eux-mêmes, sans accompagnement. Pourquoi ne pas rendre obligatoire un suivi jusqu'à 21 ans, avec un accès garanti au logement, à la santé, à l'emploi, un revenu minimum d'insertion? Enfin, il y a encore beaucoup de choses. Et puis, on travaille beaucoup dans cette délégation sur la prostitution des mineurs et la maltraitance. Voilà, j'aimerais avoir votre avis. Comment renforcer cette prévention, la formation des professionnels? Est-ce qu'il faut aussi imposer des inspections indépendantes dans les structures d'accueil, dans les foyers? Enfin voilà, avoir votre point de vue sur tous ces sujets, mais il y en a tellement. Merci beaucoup. Merci. Alors, je vais essayer de répondre à toutes vos questions de façon pour certaines quand même assez globale. D'abord, pour vous dire, et je le vois bien dans vos questions, en fait, ce qui ressort, c'est quelle société voulons-nous pour nos enfants? Enfin, le fond de la question est celui-là, et effectivement en face, c'est la question des moyens, et entre autres des moyens financiers. Mais qu'est-ce nos moyens financiers en face du droit des enfants? Donc on est bien là dans une confrontation, et qu'est-ce qu'on veut mettre en premier et quelles sont nos priorités? Ça dit quelque chose de notre société, je vous redis, ça dit quelque chose de la façon dont on traite la vulnérabilité, et on serait tous en fait franchement beaucoup plus rassurés si on savait que le jour où on peut être vulnérable, nos droits ne sont pas attaqués, parce que ça peut quand même dans ces cas-là aussi arriver à tout le monde. J'aime bien votre question sur quelles sont nos recommandations prioritaires, parce que j'aurais envie de vous répondre toutes. Mais oui, mais parce qu'en fait, si vous voulez, on est vraiment en face de quelque chose qui est bien, qui montre bien l'interdépendance des droits. C'est une de mes préoccupations majeures. On a une forte tendance à scinder les droits, que ce soit les droits des personnes en général et les droits des enfants. Et ce qu'on voit bien là, c'est l'interaction entre l'ensemble des droits. Vous voyez bien les liens entre éducation, santé, le droit à être protégé, la question du droit au logement, je redis, elle est centrale. Je défie quiconque d'élever des enfants sans carence éducative si vous êtes dans un logement à 4 dans une chambre de bonne ou à 4 dans une chambre d'hôtel. Les hébergements en hôtel sont interdits, c'est quand même ce que dit la loi, mais pas appliqué. Mais nous, ce qu'on a vu, c'est gîtes, et puis on a vu des locations d'appartements ponctuels pour ça, via des sites connus, dont je ne vous cite pas les noms, mais que vous avez forcément en tête. Donc ça va jusque-là. Et il y a une de vos questions qui était comment on en est encore là en 2024-2025, mais comment on en est dans une situation qui s'aggrave, en fait, parce que la situation, non seulement elle ne s'améliore pas, et elle s'aggrave. Bon, quand même, pour revenir aux recommandations, vraiment, je pense qu'elles sont toutes importantes, mais la question de la formation, la question de l'implication des travailleurs sociaux dans les instances, les projets, qu'ils soient consultés, concernés, la question du sens pour les travailleurs sociaux, elle est essentielle. Il n'y a pas que la question du salaire, il y a la question des conditions de travail, les retours d'expérience. On est aussi étonné qu'à certains endroits, ils existent, à d'autres, ils n'existent pas. Or, tous ces travailleurs sont confrontés à des situations difficiles. On peut le dire aussi pour notre pôle droit des enfants, et sur lequel, justement, on fait des retours d'expérience parce qu'on a conscience de la difficulté des sujets qu'on traite, et ça doit être la même chose, et des retours d'expérience quand il y a eu des événements dramatiques. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils n'ont pas réussi à traiter à temps? Sur la question des AESH, oui, il faut un réel statut. Et puis, au-delà de ça, il faut que ce soit un plein temps. Parce que c'est pas parce qu'elles ne sont en présence, entre guillemets, auprès de l'enfant que 24 heures, qu'en fait, elles n'en font pas 35. Parce que la réalité, c'est qu'il faut des moments d'échange avec les enseignants. Et c'est pas simplement d'être le moment auprès de l'enfant. Et puis après, on avait fait, vous savez, un rapport sur la question de la scolarisation des enfants en situation de handicap. On a beaucoup dit aussi que l'AESH n'est pas l'alpha et l'oméga de l'inclusion scolaire. La question de la formation des enseignants, de la taille des classes, et oui, parce qu'en fait, c'est aussi lié à la taille et au nombre d'enfants pour pouvoir suivre et accompagner les enfants. Ça me permet de vous alerter sur quelque chose qui nous inquiète sur les enfants en situation de handicap et la question du harcèlement scolaire. Ils sont évidemment plus victimes de harcèlement, mais ils sont parfois aussi accusés de harcèlement et du coup suspendus ou renvoyés du système scolaire, parce qu'ils sont eux-mêmes mis en difficulté, qu'ils ne répondent pas forcément comme il faut, mais enfin, je veux dire, voilà. Et je voulais vous alerter là-dessus, parce que c'est aussi le risque, est toujours pareil, s'il n'y a pas suffisamment d'adultes dans la cour de récréation, s'il n'y a pas suffisamment d'enseignants
pour surveiller ce qui se passe. Mais je vous redis, l'inclusion scolaire, c'est pas que les AESH, et c'est important. Le soutien à la parentalité et le rôle des communes. Dans une de nos recommandations, d'ailleurs, sur la prévention spécialisée, on a parlé du rôle des départements préfets, et effectivement en lien avec les communes, la question des crèches, c'est les communes, même si on n'a pas de recommandation directement pour les communes. Le soutien à l'éducation populaire, et des moyens de l'éducation populaire pour ça. Je vous rappelle juste que je suis issue dans mon parcours de l'éducation populaire. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Moi, je suis inquiète des diminutions des éducateurs de rue, des missions locales, des budgétaires, des associations et des petites associations de quartier. Les associations de quartier jouent un rôle absolument essentiel dans ce soutien. Et donc, évidemment, je partage votre inquiétude. Nous rencontrons de nombreuses associations qui sont en difficulté, mais parce que les collectivités locales sont en difficulté, ont des problèmes budgétaires, taillent dans les budgets et taillent dans ces budgets-là qui pourtant sont essentiels. Sortie de l'ASE, oui, enfin, je vous l'ai dit dans nos recommandations, la question du projet pour l'enfant, du projet sur la sortie, des études supérieures, de l'accompagnement sont absolument essentielles. Et la question de la prostitution, c'est pour ça aussi qu'on est absolument contre l'hébergement en hôtel, parce que à la sortie de l'hôtel, vous avez des réseaux de prostitution et de délinquance où des jeunes hommes sont contraints à commettre des actes délictueux et sont dans des réseaux de traite des êtres humains. C'est vraiment le terme, que ce soit prostitution ou sur les jeunes hommes poussés à commettre des délits, ce sont des réseaux de traite des êtres humains. Et donc c'est aussi pour ça qu'il est absolument indispensable qu'il y ait des éducateurs. Est-ce que, Marguerite, tu as envie de rajouter des choses ou pas, que je n'ai pas dites? Non, je pense que... Arrivé là, vous posez, c'est vrai qu'on se pose tous cette question et qu'on se l'est posée également à travers ces travaux. On voit combien, et on le souligne aussi dans le rapport, la crise sanitaire a pu à un moment mettre le focus et du coup précipiter un peu aussi les situations, la complexité de ces situations. Et on a insisté notamment sur cette coordination parce que ce que nous remontent beaucoup de professionnels, c'est en effet des situations qui, alors, se complexifient, en tout cas de leur regard, même si c'est toujours compliqué à objectiver, mais avec des enjeux nouveaux que vous avez bien en tête, l'usage des écrans par les parents, même avec les tout-petits, avec les défis, en effet, de lier les dangers de la prostitution, etc., les difficultés en santé mentale de nombreux jeunes, qui, du coup, les séparations aussi conflictuelles. Beaucoup de travailleurs sociaux nous ont insisté là-dessus pour dire combien c'était compliqué à prendre en charge et combien tous ces défis, en réalité, face à des services qui sont tous en tension, exigent cette coordination. Et cette coordination, elle exige de la méthode. Et cette méthode, il faut aider des acteurs de terrain à la trouver parce que en l'état, en tout cas, je pense qu'ils sont trop submergés par les difficultés pour réellement arriver à la poser. Or, ça ne s'improvise pas, travailler avec d'autres. Tout le monde parle de coordination depuis des années, les rapports se succèdent. Voilà, c'est comment, à un moment, on arrive à la mettre en œuvre, à l'inscrire dans les cultures professionnelles et la manière de travailler ensemble. Donc voilà, peut-être insister là-dessus. Peut-être juste vous préciser sur notre recommandation sur la responsabilité, parce que c'est un peu autour de ça aussi, on s'interrogeait sur quels moyens, face à des défaillances de département, les personnes concernées, qu'est-ce qu'elles ont comme recours judiciaire. Et on avait été notamment, nous, alertés dans les situations sur lesquelles s'est penché le tribunal des conflits en 2023, où le tribunal des conflits vient dire quand il y a une mesure, un jeune qui est suivi en tutelle ou en assistance éducative par l'ASE, mais dans le cadre d'un mandat judiciaire, c'est le juge judiciaire qui est compétent.
et pas le juge administratif. Voilà, ce qui vient, selon nous, créer des ruptures selon le moment où on se trouve, en amont, en aval, quid après pour le contrat jeune majeur, donc très complexe pour la personne. Et puis, avec tout le régime de la faute lourde qui est inhérent à cette responsabilité devant le juge judiciaire du magistrat et de la faute non détachable de l'action judiciaire, et qui, pour des mineurs, nous semble éminemment compliqué à démontrer. Donc, peut-être insister là-dessus pour des actions législatives. Merci. Je me permettrai juste de compléter, si des collègues ont une question supplémentaire, qu'ils n'hésitent pas à me faire signe. Vous parlez à plusieurs reprises de mauvaise connaissance des droits par les enfants eux-mêmes. On a parlé de l'administrateur ad hoc. Vous parlez un petit peu de l'avocat. Vous savez, nous sommes plusieurs à plaider pour que chaque enfant en situation éducative ait un avocat. J'aurais aimé vous entendre sur ça, mais aussi s'il y a d'autres manières d'agir pour que les enfants connaissent leurs droits. Et je pense que c'est important. Ensuite, ma collègue, en parlant du handicap, vous avez dit qu'on ne savait pas comment trop on agit quand l'enfant est harcelé et harceleur, mais ça pose plus généralement, je trouve, le sujet des enfants victimes-auteurs ou auteurs-victimes, qu'on ne sait pas vraiment traiter encore dans notre pays, et notamment la justice. Ils sont soit victimes, soit auteurs, mais souvent on se rend compte qu'ils sont les deux. Et donc, est-ce que vous avez des recommandations sur peut-être comment traiter ces enfants-là? Et vous parlez coordination, j'ai vu que vous aviez un chapitre sur les conseils départementaux de protection de l'enfance qu'on avait promu au niveau de la loi d'Adrien Taquet. On avait espéré même que ce soit une généralisation, mais on passe par une expérimentation. Et donc, voilà, avoir votre retour, vous dites que c'est voilà, plutôt un bon retour, c'est plutôt intéressant, et j'espère qu'on pourra aller assez rapidement vers une généralisation, parce que les ODPE, c'est vraiment descendant, alors que là, les CDPE, ça serait vraiment une coordination où on oblige les services préfectoraux à prendre leurs responsabilités. Et si vous pouviez m'aider dans une recommandation pour que tout ça se fasse, on a au niveau des départements, parce que c'est pas législatif, sinon on l'aurait fait, on a au niveau des départements des délégués aux droits des femmes, côté préfectoral. Je pense qu'il serait bien qu'on ait des délégués aux droits des enfants, parce que si on veut que les préfectures reprennent leur place au niveau des départements, encore faut-il qu'ils aient des effectifs qui connaissent cette politique spécifique des droits des enfants. Or, depuis la décentralisation, on a perdu tous les effectifs de la DAS. Donc, dans certains départements, il en reste encore les plus âgés qui vont partir. Mais je pense que si on veut amener cette coordination, il faut qu'on ait des responsables dans chaque préfecture. Voilà. Et Nicole voulait réintervenir très vite. Complément de question par rapport au soutien à la parentalité, parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a des tas d'organismes, des tas de lieux qui font du soutien à la parentalité, mais dont on ne sait pas exactement ce qu'ils font et qui ne sont pas forcément non plus coordonnés. Donc, est-ce qu'on n'aurait pas aussi quelquefois moyen de regrouper les forces pour être plus pertinent plutôt qu'être aussi éparpillé que ça? Et j'ai Madame Standbach-Ternoir qui a demandé à prendre la parole. Merci Madame la Présidente et merci beaucoup Madame la Défenseure des droits pour votre travail et votre engagement. Je voulais revenir sur la difficulté d'accès aux soins en santé mentale que vous avez évoquée, donc pour les enfants qui dépendent de la protection de l'enfance, parce qu'effectivement, donc notamment la saturation de la pédopsychiatrie, du médico-social, ça participe forcément aux difficultés rencontrées dans les établissements d'accueil relevant de la protection de l'enfance, et bien souvent, faute de prise en charge adaptée et dans les temps de ces enfants, de ces jeunes protégés, on assiste à une dégradation de leur santé mentale et physique, avec du coup qui favorise forcément les passages à l'acte, augmente la probabilité de recours aux urgences psychiatriques et à l'hospitalisation, etc. Et effectivement, donc plus d'un enfant sur deux pris en charge par l'ASE souffrirait au moins d'un trouble mental. Le rapport de 2023 donc, de la Cour des comptes sur la pédopsychiatrie estime que la moitié des adolescents hospitalisés à temps complet en psychiatrie sont issus de l'ASE. Et en plus, l'insuffisance de l'accès aux soins pour ces jeunes se conjugue avec un manque de prévention, de détection des troubles psychiques. Et du coup, donc, les jeunes de l'ASE sont souvent pas pris en charge à temps en ambulatoire, ce qui les conduit donc souvent à recourir aux services psychiatriques en urgence de manière plus importante. Et dans votre rapport de 2021, Santé mentale des enfants, le droit au bien-être, vous recommandiez de
renforcer la pluridisciplinarité et le partenariat donc, dans la prise en charge des enfants protégés à l'ASE en établissant un projet pour l'enfant et de renforcer donc, la présence de personnel de santé dans les établissements d'accueil relevant de la protection de l'enfance. Et donc voilà, je voulais vous demander quelles étaient les recommandations que vous pourriez formuler pour améliorer donc, justement cette articulation entre les professionnels des champs socio-éducatifs et médico-psychologiques. Est-ce que, par exemple, il faut rendre obligatoire la rencontre avec un psychologue ou un psychiatre dès les premiers jours de prise en charge à l'ASE? Est-ce qu'il faut envisager la prise en compte d'une double vulnérabilité pour prioriser les enfants protégés dans l'accès, par exemple, au CMP et aux établissements spécialisés médico-sociaux? Et d'une manière générale, est-ce que la protection de l'enfance ne souffre pas particulièrement de l'effondrement général de nos services publics, dont du coup les enfants en situation de vulnérabilité sont les premières victimes? Est-ce qu'en gros, est-ce qu'il est possible d'améliorer la prise en charge sanitaire des jeunes confiés à l'ASE sans, par exemple, renforcer drastiquement l'offre de soins pédopsychiatriques? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la défenseur des droits. Je vais reprendre là l'ensemble des questions. Vraiment réinsister sur la spécificité de notre travail, parce que c'est vrai qu'il y avait des choses qui ont déjà été dites. Il n'y a jamais eu d'enquête menée à ce point-là et d'enquête juridique, vraiment basée sur le droit. Il y a eu des enquêtes, IGAS, Cour des comptes. Nous, on s'est vraiment basé sur quelle était l'application du droit. Et là, on a une vraie spécificité et on apporte quelque chose et quelque chose de nouveau. Sur la question de l'éducation au droit, nous, on est convaincus que l'ensemble des enfants doivent être formés et éduqués sur quels sont leurs droits. Et le lieu où tous les enfants passent, c'est quand même l'école. Et donc, c'est quand même un des bons endroits. On a, vous savez, des jeunes ambassadeurs des droits de l'enfant et la lutte contre les discriminations qui vont dans les écoles, collèges, lycées parler des droits de l'enfant et de la lutte contre les discriminations. C'est un moment essentiel où on a d'ailleurs très souvent de quelques paroles inquiétantes. C'est un moment de libération de la parole. Et donc, je crois que informer les enfants sur leurs droits, c'est absolument essentiel. En protection de l'enfance, le juge des enfants a vraiment un rôle d'informer l'enfant sur ses droits, les moments où il peut avoir justement un avocat, les moments où il y a besoin d'un administrateur ad hoc. Nous sommes absolument convaincus que la question des administrateurs ad hoc, et c'est pour ça que je vous dis que ça faisait partie de nos recommandations sur lesquelles il faut réfléchir. Est-ce que c'est un avocat systématiquement? Ce n'est pas forcément justement l'alpha et l'oméga, pareil, mais vraiment réinsister sur le rôle du juge des enfants, qui n'a pas qu'un rôle de juge, mais aussi d'information de l'enfant sur ses droits. Après, vous dire juste, on a eu notre champ de nos champs de compétences, qui sont à la fois sur la déontologie des forces de sécurité, enfants, discrimination, nous permettent d'aborder certains sujets en droit des enfants qui n'auraient jamais été abordés autrement. Et je voudrais vous citer un exemple d'une enfant de 12 ans accueillie en commissariat, en l'occurrence auteur de harcèlement. Et ce qui nous a intéressé, c'est la façon dont justement on l'a informée sur ses droits. Et donc on lui demande, 12 ans, hein, est-ce que tu as un avocat? Non. Est-ce que tu veux un avocat commis d'office? Non. Mais à qu'un moment lui est expliqué ce qu'est un avocat commis d'office. Et nous, en plus, en l'occurrence auteur, ce n'est pas possible d'entendre un enfant dans ces cas-là sans un avocat. Donc voilà évidemment, c'est toujours pareil. Je vois quand ça ne va pas. Si ça a été fait correctement, ça n'arrive pas jusqu'à nous. Mais ça dit quelque chose de l'information sur ses droits. Ça veut quand même dire expliquer ce que c'est. Je pense que même à des adultes, on peut expliquer ce qu'est un avocat commis d'office. Sur les CDPE, c'est vrai qu'effectivement, on a, comme vous, des bons retours. On trouve que c'est bien. Supprimer l'ODPE, il a quand même de multiples missions de formation sur les données, les schémas départementaux. Oui, voilà. Quoi? Non, exactement, voilà. Garder l'ODPE, mais les CDPE, effectivement, nous avons sans aucun doute vu un mieux. Un délégué aux droits des enfants dans les préfectures, on ne s'est pas posé la question, mais ce n'est pas inintéressant votre proposition, parce que ce qui est sûr, c'est qu'il y a un problème dans les préfectures sur le rôle du préfet aussi sur ces questions de protection de l'enfance. Et c'est pour ça que je vous redis que dans ces décisions, on a vraiment voulu remettre l'État au centre du jeu sans parler d'une recentralisation, parce qu'il a un rôle essentiel à jouer et qu'il s'est probablement un peu trop dégagé là-dessus de ses responsabilités. Quelle
qu'est-ce que vous m'avez redemandé comme soutien à la parentalité sur les différents acteurs? Oui. Alors, je ne sais pas si c'est forcément regroupé. La question, à chaque fois, c'est les moyens qui sont consacrés. C'est qu'est-ce que font les travailleurs sociaux dans ce domaine? Quel accompagnement existe? C'est pas tant la dispersion que la réalité de ce soutien à la parentalité qui n'est pas forcément effectif. Sur les soins en santé mentale, moi je suis très frappée dans mes différents déplacements et j'ai en tête quand on a fait notre dernier Place au droit à Marseille, quartier nord de Marseille ou dans le 2e arrondissement, quartier particulièrement défavorisé, des délais d'attente en CMP, CMPP de plus de 2 ans. 3 ans pour avoir une orthophoniste. Alors, on n'est pas sur la question de la santé mentale, mais enfin sur la question de la réussite au CP, si vous avez besoin d'une orthophoniste et que vous y avez accès 3 ans après, c'est excessivement délétère. Alors, on va toujours là-dessus vous répondre, mais on manque de pédopsychiatres et de psychologues. Certes, mais moi je suis alertée par un certain nombre de pédopsychiatres sur le fait qu'ils avaient la personne qu'ils voulaient faire rentrer dans leur service et ils n'ont pas eu le budget ou les emplois pour les faire rentrer. Donc la raison du on manque de psychiatres ou de psychologues n'est absolument pas la seule réponse. Manifestement, il y a toujours une question des moyens qui sont mis. Et sur les échanges, peut-être que je te laisse répondre, Marguerite, sur les échanges entre le médico-social et l'éducatif. Oui, santé mentale, vous posiez un peu cette question de priorisation des enfants confiés ou en tout cas pris en charge. Alors, c'est des questions sur lesquelles on reste assez prudent, d'une part parce que nous, on perçoit combien les difficultés, comme on l'a souligné en début de cet échange, sont en réalité dépassent largement les enfants de la protection de l'enfance. Donc, pour en tout cas prioriser certaines places, voilà, ça nous semble... Alors, autant, je crois que vous aviez un peu aussi en tête sur des crèches, notamment les places en crèche, de pouvoir faciliter l'accès de ces enfants. Ça nous semble intéressant parce qu'on voit que c'est des enfants qui, souvent, de fait, ne se trouvent pas du coup pris en charge dans les structures municipales ou associatives. Voilà, autant fixer des quotas... voilà, en tout cas, c'est pas forcément la première solution à notre sens. Sur les échanges, alors il y a sur ces questions de santé mentale, normalement il y a un référent, il y a un médecin référent protection de l'enfance qui peut aussi faciliter les liens. Nous, on est là aussi on pousse beaucoup la collaboration et la coordination des différents services. Tout ce qui est aussi pour dépasser la santé mentale, mais tous les programmes France santé protégée, Pégase, enfin selon les âges, etc., nous semble aller dans le bon sens parce que précisément, ils favorisent tout cela. Ce qui est essentiel, c'est que les professionnels se connaissent, arrivent à s'identifier, à pouvoir s'appeler s'il y a un souci. Souvent, on voit quand même se développer de plus en plus d'équipes mobiles qui peuvent intervenir dans la prise en charge au quotidien. Et puis et c'est un peu ce que disait la défenseure dans le rapport de 2021, c'est la santé mentale, c'est l'affaire là aussi de tous et tout le monde doit être concerné. C'est pas que les psychologues et les psychiatres. C'est comment aussi ce bien-être des enfants participe d'une manière de prendre en charge. Merci beaucoup. Merci, chers collègues, de votre présence. Merci, Madame la Défenseure des droits, avec vos équipes, d'être venus si rapidement après votre décision rendue publique la semaine dernière. En tout cas, vous nous trouverez à vos côtés pour faire avancer ces sujets. Et pour moi, ce n'est pas un énième rapport, mais je pense qu'à force, si tout le monde a les mêmes conclusions, on finira bien par faire bouger tout ça. En tout cas, c'est dans cet espoir-là que nous travaillons chaque jour.